les académiciens et amateurs, car il n'a probablement pas encore livré tous ses secrets. Voilà le programme d'aujourd'hui. On va parler donc de la manufacture d'Alcora, de l'histoire du cabinet des Beaux-Arts, du recueil des gravures, des allégories non identifiées en faïence d'Alcora, des allégories identifiées en faïence, et on va terminer sur quelques tendances au XVIIIe siècle, les influences graphiques européennes sur la faïence d'Alcora. La manufacture d'Alcora, rapidement, se situe à peu près à 75 km au nord de Valence, dans les collines qui flanquent Castellón de la Plana et son petit port marchand. La manufacture, avec sa photo que vous voyez sur la droite, prise en 1900, était un bâtiment imposant de 5000 m² couverts sur un terrain de 11 000, 12 000 m² dans un tout petit village d'Alcora. En effet, entre 1725 et 1727, le jeune comte d'Aranda, le 9e comte, investit 10 000 livres pour construire et préparer son usine d'environ 2000 m² au moment de l'ouverture. Connaissant les conditions des contrats, les artistes, peintres et mouleurs recrutés par le 9e comte, on peut estimer la construction à peu près 5000 livres, des artistes et le personnel à 2000, et le répertoire graphique avec 5000 gravures à peu près 3000 livres. Donc un total. Moi, je vais intervenir. C'était beaucoup d'argent. Illustrations. En mai 1725, son fondateur, le jeune comte, recrute Joseph Olleris de Marseille, avec un contrat de 10 ans. On voit le jeune 9e comte d'Aranda sur la gauche, sur une plaque murale toute petite, avec une inscription BRA C. de Aranda. C'est écrit en lettres françaises, parce que les Espagnols ont une manière particulière au XVIIIe siècle d'écrire le R. Il ressemble à un X, mais là, il n'y a pas de X, il n'y a que des R. Donc, c'est bel et bien un Français, un peintre français qui a fait cette plaque. Et c'est la seule plaque connue qui illustre le 9e comte, pour une raison simple, c'est que pendant 2 ou 3 ans, des académiciens en Espagne ont cherché un portrait du jeune comte fondateur lors de la commémoration de la mort de son fils, le 10e comte Aranda. Et à ce moment-là, au bout de 3-4 mois, plusieurs personnes n'ont rien trouvé du tout. Donc le catalogue du 10e comte Aranda est exceptionnel. En 1998, ne reproduit aucune image, voire portrait du fondateur de la manufacture. Cette manufacture va produire à peu près 25 millions de pièces tout au long du XVIIIe siècle, toutes qualités confondues. Selon nos estimations, par contre, seulement 5% étaient des pièces décoratives. Le reste, c'est de la vaisselle. On va regarder cela dans quelques secondes. Et la manufacture compte, selon les périodes, entre 100 et 200 employés qui se multiplient, qui se doublent par des intérimaires pour faire entre 200 et 400 personnes employées par an, en moyenne. Une trentaine d'apprentis, ce qui était exceptionnel en Europe, c'était plus que Meissen. Et au début de la manufacture, il y avait à peu près 50 à 60 apprentis peintres, évidemment, qui étaient recrutés par le comte pour remplacer les maîtres peintres français qui avaient été recrutés au départ. La qualité des pièces est considérée parmi les meilleures en Europe. Je pense que si vous connaissez des belles pièces d'Alcora, on ne peut être que d'accord. Voilà donc l'évolution des effectifs sur la gauche. On part de 200, au total de 200 personnes employées
et puis qui monte à peu près 400 au début du 19e siècle, pour retomber ensuite. Et puis, on sait tous que la manufacture a été fermée en 1944. À droite, il y a la production des pièces. Donc, au départ, à peu près 200 000 pièces par an, et ça monte petit à petit, à la fin du siècle, à peu près 800 000, pour faire au 19e plus d'1,5 million de pièces annuellement. Donc, cette énorme production, qui est une production d'usines industrielles, n'a rien à voir avec la production d'ateliers que l'on connaît par ailleurs. Voici quelques exemples de vaisselles communes qui ont été produites à Alcora, qui constituent donc le gros du volume produit. À la gauche, on a je dirais ce qu'on appelle la puntilla fine, donc la dentelle fine, qui est aussi souvent appelée dentelle Bérin, mais il n'y a rien de Bérin là-dedans, on le sait tous, c'est simplement de la dentelle, et la dentelle en plusieurs couleurs, en bleu, en camailleux, pas en camailleux, en bleu, orange et autres couleurs. Ensuite, il y a une période de fleurs, où je dirais, il y a des rameaux de fleurs ou des fleurs en tant que telles, fleurs naturelles. C'est, je dirais, la deuxième moitié du siècle du XVIIIe. Et ensuite, à partir de 1790, on retrouve les fleurs allemandes, déjà sur la fin de la porcelaine tendre. Alcora n'a pas produit de porcelaine dure. Ils étaient incapables de cuire à 1400 degrés. Ils n'avaient ni les fours, ni les matières premières, c'est-à-dire le carola. Et également, évidemment, aussi des motifs plus néoclassiques, comme on le voit à droite, en haut à droite. Pardon. Ce qui nous amène à la partie qui est intéressante, c'est-à-dire ce sont les 5% seulement de production de type décoratif et avec un intérêt iconographique. Le musée de Sèvres à Paris a à peu près une 50aine de pièces, dont j'ai extrait quelques-unes que l'on voit ici, entre les pyramides, les fontaines, les très grands plats de 60 cm en diamètre, des coupes, des bouillons avec leur couvercle, des plaques murales, là c'est illustré une scène de Don Quichotte, des plaques murales de type allégorique. Et puis, ce qui va nous intéresser, c'est en bas à droite. C'est-à-dire, c'est des pièces qui sont en polychromie, avec une dentelle simple, fine, soit des coupes, soit des plats, illustrant des scènes soit mythologiques, soit allégoriques ou historiques. Donc, le répertoire dans la période qui nous intéresse, c'est-à-dire en 1727 et 1736 essentiellement, était de type ornement, histoire ou dessin. C'est en haut à gauche. Et ensuite, les thèmes étaient soit bérins, soit mythologiques, soit allégoriques, soit des batailles, comme la bataille d'Alexandre le Grand, soit les empereurs romains, selon Myriane, soit des scènes de chasse selon selon Tempesta, Antonio Tempesta, soit le Don Quichotte, selon les gravures de Diego de Obregón, c'est-à-dire la première édition espagnole avec leurs gravures de 1674. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les allégories. C'est le tableau du bas. Et les allégories, c'est typiquement les 4 éléments, les 4 saisons, les 5 sens, les 12 mois, les 4 âges, les 4 moments de la journée, etc., mais également les beaux-arts. Et là, nous rentrons en plein dans le sujet. Let me make a small resume in English for our British or Anglo-Saxon friends. In 1725, the 9th Count of Aranda launches the ceramic factory project. He hires Olleris from Marseille to recruit competent production staff and develop the forms and the decorative repertoire. 2 years later, the Royal Factory was opened. It is, by the way, located 50 miles northeast of Valencia in the hills
nearby Castellón de la Plana. In the 18th century, about 25 million ceramic pieces were produced. The vast majority is tableware. Only 5% of 1 million pieces is decorative work, which is interesting for us. On average, there were 100 to 220 employees. This number is doubled by the so-called temporary workers, of which on average 30 painter trainees were trained in the so-called painting academy within the factory. The Sèvres Museum has about 50 Alcora pieces, many of them early period, 1727 to 36, which is the so-called Olleris period, which is very interesting for us for the Charles Perrault subject. And our focus will be the polychrome allegorical pieces with lace pattern border decoration. On va passer au deuxième chapitre, qui est l'histoire du cabinet des Beaux-Arts. Il est bon de rappeler qui était Charles Perrault, peut-être. C'est un homme de droit, mais aussi un poète, qui a donc été un grand homme d'État sous Colbert et nommé par Colbert pour organiser la politique littéraire et artistique sous Louis XIV. Il contribue à la fondation de l'Académie des sciences, à l'Académie de la peinture, membre de l'Académie française, contrôleur général des bâtiments royaux, et à ce titre, il était chez lui à la fois à Versailles et au Louvre. Un point important qui aura son impact sur le cabinet tout à l'heure. Il était donc également poète, c'est-à-dire en 1693, il publia ses premiers poèmes dans le Mercure galant, et puis il sort tous les contes que l'on connaît, Le Chat botté, Peau d'âne, Cendrillon, Petit Chaperon rouge, etc. En 1701, il publia Les Hommes illustres qui ont paru en France avec 200 biographies et leurs gravures respectives. À gauche, on a un très beau portrait de lui fait par Philippe Lallemand en 1671 avec, je dirais, des éléments intéressants. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Charles Perrault a en fait habité rue des Fossés de l'Estrapade à Paris. C'est tout près de la rue Saint-Jacques, dans le quartier latin. Avant 1685, il avait vécu rue des Petits Champs, tout près de la place des Victoires. Et il a dû déménager à ce moment-là parce que la place des Victoires s'est agrandie et donc sa maison a été rasée. Sa maison où se trouvait à l'époque le cabinet était donc rue des Fossés de l'Estrapade, probablement au coin de la rue Saint-Jacques. Et cette maison-là, elle a été, évidemment, elle a été rasée pendant toute l'époque haussmannienne où Paris s'est construit de manière plus, je dirais, plus élargie. Donc, à ce moment-là, avec la démolition, le plafond avec toutes les peintures semble avoir disparu. C'est très étonnant que aucune peinture de son plafond n'ait été retrouvée en tant que telle. C'est un des secrets, ces peintures doivent se trouver quelque part, parce que quand même, un tel plafond, ça se remarque, et même les ouvriers à l'époque avaient de l'œil pour ce genre de choses. L'idée du cabinet a dû lui venir en étant à Versailles, bien entendu. Et là, je vous montre un exemple de plafond au premier étage à Versailles, c'est le Salon de Mars, qui a été réalisé par Claude Audran, Jouvenet et Ouas, avec des tableaux mythologiques, une configuration de plafond très similaire à ce qu'il a fait chez lui, notamment avec je dirais, sur les deux côtés, les illustrations ovales que l'on retrouvera tout à l'heure. Donc, en 1682, nous pensons, il a pris la décision de construire ce cabinet.
alors qu'il vivait encore près de la place des Victoires. Et il donne donc l'ordre, je dirais, aux peintres qu'il côtoie à Versailles, puisqu'il y travaillait, il leur demande de faire, je dirais, des projets, notamment à Claude Audran, un projet d'esquisse pour son cabinet proprement dit, personnel. Nous avons retrouvé cette esquisse au National Museum de Stockholm. Elle se trouve aussi, cette esquisse, dans l'article de Marie-Pauline Martin, bien entendu. Et cette esquisse est intéressante parce qu'elle date de 1683 à peu près. C'est la configuration avec 8 tableaux latéraux et 3 tableaux centraux qui est intéressante et qui l'a retenu visiblement. Ça, c'est un dessin préliminaire. Le dessin final, il est là, avec, je dirais, 3 choses importantes. La première, au centre, on retrouve Apollon. En dessous d'Apollon, il y a donc il y a Mercure. Et sur les côtés, il y a donc les 8 représentations avec les muses et des enfants. Donc, Charles Perrault va demander donc à des peintres académiciens de contribuer à son cabinet. La plupart ont peint à Versailles. Il s'agit de Charles Lafosse, Luc Boulogne, Jacques-Antoine Friquet de Rose, Pierre-Nicolas Corneille, René-Antoine Oise, Alexandre Dubeleski, Jean-Baptiste Corneille, Claude Audran, Antoine Coppel, y compris Charles Lebrun, qui va faire, je dirais, 2 gravures, voire 3, et influencer 2 autres gravures, on va y revenir tout à l'heure. Donc c'est du très beau monde qui a contribué au cabinet de Charles Perrault. Let me try to sum up in English what we just said. Charles Perrault, who lived between 1628 and 1703, was a French high-level statesman under Colbert in charge of cultural affairs and the royal buildings. He's also a writer and poet, publishing many of the French household tales that are still in vigor today. The royal sealing cabinets of Versailles led him to conceive his own project. Initial cabinet drawings by Claude Audran were ordered in 1682-83. A group of French painters of the Royal Academy was then selected. In 1683, the Allegory of Painting was executed by Claude Audran, who died in January 1684. So we have a reference date there. In 1685, Perrault had to move from near Place des Victoires to near the Panthéon and Rue Saint-Jacques. So from the right-hand side of the Seine to the left-hand side. In 1687-88, the cabinet was finally completed. Abordons le recueil de gravures. Let's speak about the engravings compendium. Ce recueil a été mentionné, je vais commencer par ça, dans le Mercure galant en août 1691. Et il a fait 6 pages. 6 pages dans le Mercure galant, qui est un mensuel qui était destiné au roi et à la cour pour les informer de toutes sortes de la politique, de tout ce qui se passe juridiquement, financièrement, l'état de la nation, etc., avait à la fin une petite rubrique culturelle qui faisait quelques pages. Ça pouvait faire 10 pages comme 20 pages. Le fait que la parution du recueil de Charles Perrault fasse 6 pages dans le Mercure galant est assez exceptionnel. Je vous ai mis en bas un lien où vous pouvez télécharger le recueil auprès de la Bibliothèque nationale de France à Paris, auprès de la BNF. Regardons un peu regardons le recueil, de quoi il a l'air.
Donc c'est un recueil qui date de 1690. Il a d'abord c'est pas un frontispice, mais c'est tout comme, fait par Charles Lebrun. On va y revenir tout à l'heure. Et ensuite, il détaille deux cabinets, le plafond du cabinet avec les différentes gravures. Et ensuite, il rentre dans les illustrations des gravures par Mercure, d'une part, que l'on voit ici, Mercure volant. Minerve sur un nuage entouré d'enfants et de petits. Et ensuite, il détaille toutes les gravures, enfin toutes les peintures à travers des gravures comme la poésie, l'architecture, la musique, etc. On va y revenir dans une seconde. J'ai eu de la chance de pouvoir acquérir ce petit recueil en 2014 lors d'un voyage en Espagne. La première gravure est une gravure de François Chauveau selon Charles Lebrun. On y voit Apollon assis, entouré de ses muses, où il est en train de leur expliquer où est-ce qu'elles font qu'elles soient sur, à gauche, le plafond du cabinet. Le cabinet lui-même avait une entrée bien entendu, flanquée sur la gauche d'un génie, et puis sur la droite du travail. La largeur du cabinet faisait à peu près 6,5 mètres, 6 mètres et demi. Ensuite vient l'illustration du plafond, suivant une gravure de Jean d'Olivar. Ce plafond va mesurer 8 mètres par 4, c'est-à-dire chaque illustration, chaque peinture ovale que l'on voit sur les côtés faisait à peu près 1 mètre sur 1 mètre et demi. L'emplacement, c'est-à-dire la logique de l'emplacement, selon Charles Perrault, avait un sens qu'il avait élaboré probablement avec Claude Audran, c'est-à-dire il y avait les arts manuels avec la sculpture, l'architecture et la peinture qui étaient en face des arts spirituels, comme la poésie, l'éloquence ou la musique. Les deux étaient reliés à la fois par l'optique et la mécanique, c'est-à-dire un clin d'œil au moderne. Charles Perrault était un moderne qui, même dans les différentes académies, se distinguait par rapport aux dits anciens. Au milieu, nous avons donc en rectangulaire Apollon et les Muses, flanqués de Mercure volant et de Minerve sur les nuages. C'est quelque chose qui ressemble assez à ce que l'on a vu au Salon de Mars à Versailles tout à l'heure. La dernière gravure du recueil est un cul de lampe, comme on dit, avec une illustration de Dibutade et son amant, gravée par François Chauveau, selon Charles Lebrun. L'idée que vous connaissez sûrement, c'est la fille de Dibutade, qui était en Grèce, avait un amant et elle l'avait fait avec l'ombre de son visage, un dessin sur un mur pour s'en souvenir. Et c'est ça que Charles Perrault a mis à la fin de son recueil. C'est un clin d'œil à la fois parce que ça pourrait être Louis XIV, ça peut être Charles Perrault lui-même, ça peut être Apollon, on ne le saura jamais. Il y a eu des rééditions de ce recueil. En bas à gauche, on voit les rééditions. C'est une édition à Amsterdam par Peter Schenk, en plus petit format, faite en 1692-93. Ensuite, il y a une réédition par Edelink en 1695.
Et il y a eu beaucoup de copies de ces gravures. Les copies, je vous en montre quelques exemples en haut à gauche, ont des inscriptions différentes par rapport à l'original, donc on les reconnaît assez facilement. Et elles sont à la fois ovales, mais aussi de forme rectangulaire. Sur la droite, on le voit, je dirais, probablement gravées vers 1720, des gravures rectangulaires de différentes allégories faites par François Chéron. On en a trouvé dans le musée Carnavalet et dans Lombardia Beni Culturali, qui est un site italien qui ressemble aux différentes gravures des différents musées régionaux de la Lombardie. Ça, c'est un point important, parce qu'il, je dirais, il est à l'origine de toute cette analyse que l'on va suivre dans les 2 prochains chapitres. Quand on a une gravure et qu'on a une pièce d'Alcora, par exemple, disponible, ce qui les relie dans la chaîne de valeur artistique, c'est un poncif. Je pense que vous savez tous ce que c'est qu'un poncif. Un poncif permet de passer d'une gravure à une pièce en céramique, voire en faïence. Mais avant cela, quand on a devant soi une pièce d'Alcora, par exemple, on se demande que peut-être, qu'est-ce qui est représenté, d'où ça vient, quelles sont les origines. Et c'est comme cela que l'on remonte en arrière la chaîne de valeur artistique, en passant donc par le poncif, la gravure, le tableau, et à gauche le dessin, voire une esquisse. Donc nous avons utilisé cette approche analytique pour 2 cas. Soit on a pu identifier une pièce d'Alcora en faïence, soit on n'a pas pu l'identifier. Et si on n'a pas identifié, on va remonter en amont quand même. Et si on l'a identifié, on va essayer de couvrir toute la chaîne de valeur artistique. Let me try to summarize for our English friends the Fine Arts Cabinet Compendium of Engravings. In 1690, the print shop Gérard Edelink edits the Cabinet Compendium. Edelink lived very near Charles Perron in Rue Saint-Jacques. That's where he had his shop. In August 91, the Mercure Galant mentions it on 6 pages, which is quite unusual. The 42-page compendium describes the cabinet, the ceiling, with its 11 allegorical engravings, 3 in the center, 8 on the sides. The ceiling size is about 13 by 26 feet, and each oval painting is about 39, or let's say 40 to 60 inches. Manual arts, sculpture, architecture, painting, are facing spiritual arts, poetry, eloquence, and music. Both are flanked by modern arts, like optics and mechanics. In the beginning and the end of the chapter are designed by Charles Lebrun with Apollo and the Muses and the Débutade, an I-wing to Louis XIV, most probably. The artistic value chain leads to identified and non-identified Alcora pieces, which are going to be the themes of the 2 next chapters. Regardons donc d'abord les allégories non identifiées en faïence d'Alcora. Ce qui n'a pas été identifié en Alcora, pour l'instant, on ne sait jamais, il peut y avoir des choses, des collections cachées, c'est les allégories de la sculpture, de l'architecture et le thème central qui était Apollon et les Muses. Regardons d'abord Apollon et les Muses. Apollon et les Muses, sur la droite, nous avons donc la gravure qui se trouve dans le recueil, gravé par Louis Castillon, selon Charles de la Fosse. Et Charles de la Fosse avait fait un tableau qui se trouve dans l'ancien hôtel particulier des Hauts-Tingres à Paris, à peu près d'un diamètre de 180 cm, donc 1,80 m.
où on voit au centre un Parnasse, entouré de 9 muses, notre Apollon, et on peut très bien distinguer Clio, couronnée des lauriers, Calliope avec la tablette, Uranie avec un pic, et puis Melpomène avec son épée. Les autres n'ont pas d'attribut particulier. Donc, en effet, la gravure correspond au tableau original. Donc, l'inspiration est parfaite. Une autre allégorie, ou une série d'allégories devient importante dans l'analyse du cabinet de Charles Perrault. Ce sont les allégories des Beaux-Arts par Charles Lebrun, exécutées en 1662-63, à l'occasion de son anoblissement par Louis XIV ou de sa nomination à l'Académie royale. C'était très proche l'un de l'autre en termes de date. Donc Charles Lebrun avait, en honneur de Louis XIV, fait quatre dessins, l'histoire sur la gauche, la peinture ensuite, qui travaille la gloire de Louis XIV. Donc à chaque fois, il y a Louis XIV qui est dessiné ou sculpté. Ensuite, la sculpture en gris, et puis la poésie sur la droite. Retenons les deux illustrations du milieu, c'est-à-dire la peinture et la sculpture, pour l'analyse plus tard. La sculpture est quelque chose, une gravure qui n'a pas été identifiée en faïence d'Alcora, mais elle a probablement été inspirée très largement par le dessin de Charles Lebrun, qui se trouve au musée du Louvre, dans le département des arts graphiques. À droite, la muse est en train de sculpter sur le visage de Louis XIV. Charles Lebrun a illustré la même chose. La pose est très similaire, la position des jambes, etc. Voir une toile complètement sur la gauche de Baudrin-Hivard, peint en 1666, qui a été adjugé par Gérard Curial en 2017, pourrait également avoir été une inspiration. L'architecture, qui n'a pas d'équivalent chez Alcora. La gravure de Benoît Audran, selon lui de Boulogne, illustre une muse avec une certaine pose, et cette pose, on la retrouve sur un dessin de Louis de Boulogne qui s'appelle l'architecture, donc au musée des arts graphiques. L'image est inversée pour que vous voyez la similitude de la pose avec le bras droit, le sceptre dans la main gauche, etc. Let me try to summarize the non-identified engravings on Alcora pieces. All 11 engravings have been decorative models for Alcora, so they have all been produced. 3 of them we have not found. And we've analyzed those just right now. And they date of the 1733 to 1736 period. Why? Because in 1733, it was the beginning of the full polychrome palette in Alcora, and all of the pieces that we will see later on are fully polychrome. And in 1736, we have the beginning of the new Olleris decorative patterns. So there's a strong chance that they have only been produced during the Olleris period between those 2 dates. Apollo and the Muses, sculpture and architecture have not been identified in Alcora production. They were either broken or hidden. We have found upstream evidence confirming execution dates, either documented for Apollo and the Muses through the painting at the Hotel Otingre mansion, private mansion, or unedited for the sculpture, which could be the drawings of Charles Lebrun, or unedited for the architecture, the drawing by Louis de Boulogne, which we found at the Louvre. Le prochain chapitre, ce sont les allégories identifiées en faïence d'Alcora. Je rappelle
que nous allons donc regarder les pièces d'Alcora et les inspirations graphiques en amont, toujours suivant le même schéma. C'est-à-dire, il y a une pièce d'Alcora. Quand il y a une pièce d'Alcora, il y avait un poncif. S'il y a un poncif, il y avait une gravure. S'il y a une gravure, c'est qu'il y avait un tableau. Et s'il y a un tableau, probablement il y avait un dessin, une esquisse. C'est comme ça qu'on va remonter en arrière. Je signale également que l'inverse est vrai. Quand il y a un tableau, une gravure et un poncif utilisé, ça veut dire qu'il y a eu une pièce d'Alcora produite, même si on n'a pas l'image. Par contre, à travers la taille du poncif, nous pouvons deviner de quel type de pièce il s'agit, si c'est une plaque ovale, si c'est une plaque rectangulaire, etc., etc., un plat d'une certaine dimension. Retenons ça parce que c'est la chaîne de valeur artistique qui nous aide à comprendre le cheminement d'une influence graphique qui va jusqu'à Alcora dans sa production. Le premier exemple, ce que l'on a identifié, c'est l'allégorie de l'optique, produite entre 33 et 36. 33 à cause de la pleine polychromie, comme on le voit à droite, et 36 parce que Olleris va introduire des nouveaux décors à partir de cette date-là, c'est-à-dire à partir de 1736-37. Cette coupe à droite est signée Cristóbal Cross, qui a été actif à la manufacture entre 1727 et 1763, et elle se trouve au musée des Cygnes à Barcelone, qui est l'ancien musée de la céramique, qui était au Palais de Pedralbes et qui a déménagé maintenant dans le nouveau musée moderne. Là, au milieu, nous trouvons le poncif qui a été utilisé très probablement pour faire cette coupe sur pied, qui se trouve dans une collection privée à Pamplune de l'un des héritiers de la manufacture d'Alcora et qui a été publié par Tonelli en 1998. En voyant ce poncif, j'étais très intrigué, je ne savais pas ce que c'était qu'un poncif, et ça a prompté, je dirais, tout un intérêt pour la construction de la chaîne de valeur. Et à gauche, nous avons la gravure qui sort du recueil de Charles Perrault. Deuxième exemple, c'est l'allégorie de la mécanique. À droite, nous avons pareil une coupe sur pied d'Alcora, elle est signée Soliva. C'est Miguel Soliva qui était actif entre 1727 et 1752 quand il est mort. Et cette coupe sur pied gauche, se trouve pareil au musée du Décennie à Barcelone. Au milieu, nous avons le poncif qui est également de la collection privée à Pamplune. Et à gauche, nous trouvons la gravure faite par Simoneau selon Jean-Baptiste Jouvenet, qui sort du recueil. Le troisième exemple de les allégories, c'est l'éloquence. À droite, là c'est assez complet parce que nous allons pouvoir remontrer jusqu'à la peinture. Nous avons donc la coupe sur pied d'Alcora, signée Cross. Cristóbal Cross, je le rappelle, qui a donc été actif entre 1727 et 64. Il se trouve au musée archéologique de Madrid. Le poncif en haut, au milieu, qui provient du musée des Beaux-Arts de Castellón. Ensuite, la gravure qui sort du recueil. En bas à gauche, nous avons le dessin de René-Antoine Wass pour préparer sa peinture pour le cabinet. Et au milieu en bas, nous avons donc le tableau d'origine peint par René-Antoine Wass et qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Brest. Très bel exemple de chaîne de valeur artistique. Prochain exemple, c'est la poésie.
Nous avons à droite le plat d'Alcora. C'est un plat, non plus une coupe. Comme il y a un plat, on peut présumer que toute la série des allégories a été également produite sur des plats. Ce plat est signé Cross, qui a été donc un des peintres recrutés par Olleris, tout jeune, apprenti, et qui a commencé donc à la fin de sa période, à cause de ses grandes qualités, à pouvoir signer ce genre de plat. Le plat se trouve au musée del Disseny à Barcelone. Juste en bas au milieu, en petit format, c'est une coupe sur pied-douche, signée Soliva, non plus Cross, mais Soliva, qui a été vendue à Drouot lors de la vente de la collection Ploquin en 1896. Au milieu, nous avons la gravure de Pierre Lepôtre, selon Alexandre Beleski. Et en regardant tout l'œuvre, même les catalogues raisonnés de Beleski, je n'ai rien trouvé de très semblable, sauf cette allégorie de l'automne ou du vin, qu'on illustre sur la gauche, qui a été donc vendue chez Christie's à New York en 2007. La pose de la bacchante ou de la muse est assez similaire. Elle n'est pas identique comme tout à l'heure, mais elle est similaire et inspirante. Donc, c'est une proposition d'inspiration, pas plus que ça. L'allégorie de la musique. Une coupe sur pied-douche, d'Alcora, en bas à droite, signé Cross, qui se trouve au musée archéologique de Madrid. Au milieu, nous avons donc la gravure de l'Élite, selon Coypel, et le tableau de Coypel, sur la gauche en haut, a été vendu chez Sotheby's en janvier 2015. Ceci a provoqué pas mal d'activités académiques à ce moment-là, parce que Sotheby's avait fait un très grand commentaire sur ce très beau tableau d'Antoine Coypel. Alors, il se trouve que Antoine Coypel s'est probablement inspiré pour faire ce tableau d'une gravure de Simon Gribelin, exécutée vers 1679-80, et qui représente Madame de Maintenon avec le duc du Maine. Et ça, c'est identique. Donc, Antoine Coypel a rajouté d'autres enfants que Madame de Maintenon a eu avec Louis XIV. C'est tout un sujet, si les visages correspondent, ils semblent correspondre, je n'ai pas pu investiguer cela. Mais là encore, nous avons un très bel exemple, je dirais, de chaîne de valeur artistique. Ensuite viennent, dans le plafond, les allégories qui sont situées au milieu, qui sont non plus ovales, mais sont rondes, voire rectangulaires. Dans les allégories rondes, nous avons à la fois Minerve sur un nuage, où nous avons trouvé un poncif qui se trouve dans le musée des Beaux-Arts à Castellón, dont la taille correspond à celle d'une coupe d'environ 30-31 cm. Donc, quand il y a un poncif noir en particulier, comme celui-là, ça veut dire que des pièces ont été produites à Alcora. Et le poncif sort des archives d'Alcora que nous avons vu donc au musée des Beaux-Arts avec Ferran Lucha, dont je remercie pour son aimable collaboration. La gravure au milieu est d'Étienne Baudet selon Boulogne, le jeune. Et le tableau correspondant se trouve au musée du Louvre et illustre la naissance de Minerve avec un diamètre d'environ 1,35 m. Pareil pour le Mercure. Le Mercure volant, dont nous avons la gravure au milieu, on n'a trouvé un poncif pareil au musée des Beaux-Arts à Castellón. Par contre, il est rectangulaire, c'est-à-dire qu'il a orné une plaque
26 x 18 cm, très probablement. Mercure volant avec la gravure au milieu et son tableau d'inspiration par Corneille, où Mercure vole accompagné de la poésie et des sciences, un tableau qui se trouve au château de Versailles dans le salon des nobles de la reine. Avec le prochain exemple, nous changeons de période. C'est-à-dire maintenant, on n'est plus dans la période Oléris, on est dans la période 1737-45, et ces allégories du cabinet de Charles Perron ont été réutilisées pour faire encore à droite des coupes sur pied. La pièce se trouve dans le musée d'Alcora et elle est ornée d'un bord dit de fleurs naturelles. Donc il n'y a plus de dentelle fine, mais là c'est les fleurs qui ornent cette coupe. Tout le reste est inchangé. Parce que ce qui se passe dans l'usine, dans la fabrique d'Alcora, c'est que les poncifs ont été réutilisés tout au long du XVIIIe siècle, voire refaits tout au long du XVIIIe siècle. Le deuxième exemple, encore une période un peu plus loin, c'est-à-dire 1749-1764, constitue l'allégorie de la peinture. La peinture étant illustrée à droite sur une plaque murale ovale, horizontale, de taille importante, c'est 56 x 49 cm, qui se trouve dans une collection privée à Valence. Cette plaque a donc eu son poncif en haut, au milieu, qui se trouve dans une collection privée à Pampelune. En haut à gauche, nous avons la gravure de Gérard Audran selon Claude Audran. En bas, nous avons un dessin de Claude Audran que nous avons retrouvé au National Museum de Stockholm, qui illustre la peinture avec des petits-enfants dont certains ont été repris dans la gravure. Et je pense que Audran s'est inspiré de la peinture Travaillant la gloire de Louis XIV, que nous avons vu tout à l'heure dans la série des Beaux-Arts par Charles Lebrun. Et ce dessin se trouve au musée du Louvre dans le département des arts graphiques. Donc encore là, une belle chaîne de valeurs artistiques qui amène jusqu'à la plaque illustrant la peinture à Alcora. Encore une période plus lointaine, au XVIIIe siècle, pourra toucher la fin, c'est-à-dire la période 1787-1798. Je rappelle que le classement des périodes se fait par direction artistique, et non pas par propriétaire ou par autres critères. Ce sont les directeurs artistiques au sein de la manufacture qui ont donné les impulsions du répertoire graphique à utiliser, et ce n'est pas d'autres événements, changement de propriétaire, la mort du fondateur ou autre, sauf s'il y a une coïncidence. Mais de changement de directeur artistique à ce moment-là. Mais sinon, c'est la direction artistique qui tient parfaitement le répertoire graphique. Aucun directeur artistique n'a signé aucune pièce qui ne soit pas une sculpture. Ça, c'est un autre thème. Mais par exemple, Oléris n'a rien signé, Alcora. Donc, toute pièce d'Alcora dite avec une signature de Oléris n'est pas Alcora, mais c'est Moustier, très probablement, puisque c'est là qu'il a fondé avec je crois que c'est son frère ou son neveu, sa fabrique avec Ogier. Et donc, là, nous avons une période très tardive dans le XVIIIe siècle, où encore des plaques ont été illustrées avec la peinture, l'allégorie de la peinture qui sort directement de la gravure du cabinet. Et cette plaque est ornée donc d'un cadre rocaille imitant le marbre. Cette plaque se trouve dans la collection Serra Casas, une collection privée à Alcora. D'autres allégories de la peinture, où nous avons
2 plaques murales, soit dans la collection Serra Casa, soit au musée de Barcelone, une décennie à Barcelone, avec le poncif correspondant en haut à gauche dans la collection privée à Pampelune et la gravure qui sort directement du recueil. Nous n'avons donc pas trouvé quelque chose de très, je dirais, très influençant en amont, sauf le dessin de la peinture faite par Charles Lebrun. Let me try to summarize for our English friends. What we've seen here in the examples are different allegories, which are listed on the left-hand side, and the different value-added steps, the artistic value-added steps, going from drawing to the painting and engraving, a stencil, and the Alcora faience for the different periods that you can see on the right-hand side. We've identified, therefore, 8 allegories of the cabinet, decorating 13 Alcora pieces that we can find in public and private collections. And spanning the different production periods of the 18th century, the first period, 33 to 36, remains the most relevant with respect to the Charles Perrault cabinet. On va passer à des conclusions. Première conclusion, c'est que le cabinet des beaux-arts de Charles Perrault n'a pas encore livré tous ses secrets. Des peintures de référence sont encore à trouver pour certaines allégories, comme l'optique, la mécanique, etc. Les peintures du cabinet se trouvent probablement quelque part. Ce n'est pas possible qu'un tel plafond ait disparu totalement avec ces peintures. Les gravures du recueil sont toutes françaises, et on comprend donc le choix de Leuris de les avoir achetées, voire utilisées dans le répertoire graphique de la manufacture, qui a donc démarré avec 5000 gravures au début, pour se retrouver à la fin du XVIIIe siècle avec 14 000 gravures, c'est-à-dire 50% de plus que Meissen au même moment. Meissen avait à peu près 8700 gravures en fin de période du XVIIIe. Alcora en avait 14 000. Dans un contexte plus large, le livre Iconographie de la faïence d'Alcora donne quelques éléments quantitatifs sur la base d'un catalogue de 330 décors de faïence d'Alcora qui ont donc trouvé leur source graphique. À peu près la moitié avec décors profanes et à peu près la moitié avec des décors religieux. Donc la partie religieuse en Espagne, c'est dans cette manufacture espagnole d'Alcora, est très importante. Ça constitue quasiment la moitié des choses produites à titre d'intérêt iconographique ou de décoratif intéressant. Un tableau un peu compliqué, mais en fait assez simple à lire. Nous avons donc par pays en vertical, c'est France, Espagne, Allemagne, Italie, Flandre, Portugal. Illustré les 330, c'est le total exemple, suivant les thèmes abordés. C'est-à-dire tout en haut, ce sont les thèmes religieux, avec le Nouveau Testament, etc., Ancien Testament, hagiographie et dévotion. Et ensuite, les thèmes profanes, il y en a plusieurs, les portraits, mythologie, etc., etc. Ce qui ressort de ce tableau-là, c'est que l'influence française à Alcora a été très importante. Elle a été notamment importante dans le profane et plus particulièrement dans tout ce qui est allégorie. C'est le cercle rouge que l'on voit en bas à gauche. La France a fourni, les graveurs français donc ont fourni presque 60 gravures sur les 330 pièces au total. C'est énorme. Les autres, je dirais, les autres points importants, apport de sources graphiques françaises, ce sont les mythologies et les décors historiques. Autant que l'Allemagne d'ailleurs, c'est-à-dire avec 7 et 9 pièces. L'Espagne a surtout fourni des thèmes religieux, comme on le voit, deuxième colonne en haut, avec les anges, l'hagiographie et les dévotions.
Ça, c'était le statique. Quand on regarde le dynamique tout au long du XVIIIe siècle, par période, sachant que la période correspond donc aux différents directeurs artistiques de la manufacture, on se rend compte que l'influence française en vert foncé a été très forte dans la première période, et puis descend très forte dans la deuxième, et puis descend progressivement pour quasiment disparaître à la fin du siècle. Ça, c'est pour les décors profanes. Ce qui s'est développé par rapport à ce déclin de l'influence française, c'est l'influence allemande en vert clair et évidemment l'influence espagnole en bleu plus foncé. Pour ce qui est je dirais, des pièces religieuses, avec un décor religieux, l'origine des sources, pareil, en dynamique suivant les périodes, on voit que la France a fourni 11 pièces sur 30, donc un bon tiers dans la première période, pour après devenir négligeable, voire 0 à la fin du siècle. L'influence française a été remplacée, pour ainsi dire, par les Allemands et les Espagnols à partir de la deuxième et troisième période, pour devenir quasiment, uniquement, exclusivement espagnole à partir de 1764. En résumé, pour les sources graphiques à la fois profanes et religieuses additionnées, on voit que l'influence française est quand même très forte. Elle constitue plus de 50% du total de la première période pour passer à un tiers et puis descendre à peu près 25%. Elle a été le corollaire de ce développement, c'est le développement du répertoire espagnol en bleu foncé, qui de négligeable quasiment passe à plus de la moitié à la fin de la période. Et entre-temps, les deuxième, troisième, quatrième périodes, l'influence graphique allemande a été, je dirais, assez importante, ce qui, pour moi personnellement, a été une surprise. Let me try to summarize for our English or Anglo-Saxon friends. The Alcora pieces illustrating the fine arts cabinet's allegories are representative of the French graphic influence during the first period. On the basis of the book's catalogue of 330 Alcora pieces, with their graphic source of the 18th century, the French profane engravings were mostly allegorical. French predominant influence in profane decors decreases over time, while German and Spanish influences increase accordingly. The French religious influence was important during the Olores period, then replaced by German and Spanish graphic sources. Let me finish with the following. Between 1727 and 36, the Olores period, the Cabinet's Fine Arts series was the third largest series of Alcora, with its 8 to 11 pieces. Behind the Don Quixote, 33 pieces, and the 12 months allegories, 12 pieces, of course. Thank you very much for your attention. Merci de votre attention. Ah, c'est fini. Je pense que j'ai tenu le temps. Très bien, Alexius. Merci infiniment. On a appris plein de choses. Très intéressant, en fait. Et maintenant, si des personnes veulent poser des questions, on va vous mettre sur l'écran la manière de procéder. Moi, je voudrais déjà vous demander combien de peintres français ont travaillé à Alcora durant la période Oléris? Alors, il y a eu plusieurs peintres. Oléris a donc recruté entre 1725 et 1728 à peu près 5-6 peintres français. Oui. Il s'agit d'Édouard Roux, qui était là en 27 et qui est reparti en 35. Et il y a Pierre Maurice, qui était là, qui a été recruté en 28, qui est parti en 32. Pierre Robert, qui était là de 28 à 30.
et Antoine Gras de 28 à 31. Ces dates-là sont en fait assez sûres parce que les peintres font partie des listings de membres de personnel de la fabrique qui ont été établis, je dirais, au début du siècle de manière assez régulière et dont certains documents se trouvent encore dans la Hispanic Society of America, donc à New York. Et j'ai eu de la chance d'avoir accès à ces documents-là, qui donc complètent ce que nous savons déjà par ailleurs à travers les livres de Todoli et tous les autres académiciens qui ont écrit sur le Coran. Donc, nous avons 5 à 6 peintres. Stéphane Carbonel n'était pas peintre, il a été également recruté, mais plutôt en tant que mouleur et pour les formes. C'est intéressant et on sait d'où il vient. Et alors ensuite, il y a eu toute une période où il n'y avait pas de Français. Ensuite, les Français sont arrivés, bien entendu, à travers la quête de la porcelaine de la fabrique d'un Coran. Et là, il y a eu Martin, il y a eu Ali, il y a eu Klostermans, etc. Ça, c'est plutôt dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. D'accord. Ben, merci infiniment. Et en fait, on sait d'où ils venaient, tous ces peintres? Alors, en début de période, ils venaient très probablement de la région de Marseille-Moustier. Ah, voilà, oui. Parce que Édouard Roux était, je crois, de Marseille et avait donc, il était parti pendant 6 mois pour recruter des peintres dans cette région-là. D'accord. Cela dit, le 9e comte avait également demandé à Oléris de recruter des peintres espagnols. Donc il en a recruté 2 de la Catalogne, un d'Aragon, et je crois même qu'il y avait un Italien. Donc au départ, il y a eu à peu près 7-8 maîtres peintres qui ont donc travaillé pour la manufacture, qui ont recruté des peintres plus jeunes, et notamment à travers l'académie d'apprentis, avec 50 à 60 élèves, qui, au fur et à mesure des années, se sont améliorés. Ils recevaient tous les matins des instructions académiques de peinture, et l'après-midi, ils décoraient des pièces ordinaires avec des bords de dentelle, comme on a vu tout à l'heure. Ah, d'accord. L'objectif du 9e comte, c'était de s'affranchir de la dépendance française en développant son propre talent artistique de peinture à travers l'académie des apprentis. Merci. Est-ce que des personnes veulent vous poser des questions? Tu l'as mis? Alexius, vous pouvez appeler Cyril Froissart qui a une question, je crois. Merci. Bonjour Cyril. Bonjour Alexius. J'ai 2 questions. La première, quand vous avez montré la gravure de la poésie et la coupe et le plat, la coupe de la collection Ploquin et le plat de, je ne sais plus où d'ailleurs, ça donne le sentiment qu'il y a quand même une différence assez nette entre la gravure d'une part et ces 2 pièces qui sont, elles, très similaires l'une et l'autre. Et un poncif entre les deux paraît peu probable, c'est-à-dire que est-ce qu'il est possible qu'il y ait un dessin qui après la gravure? Oui. Vous aviez une deuxième question, mais je vais essayer déjà de répondre à celle-là, parce qu'elle est assez complexe. Les poncifs à Alcora ont été faites donc, à partir d'une gravure au format 1 par 1. Donc il n'y a pas eu d'ajustement, je dirais, de la taille de la gravure par rapport au poncif, par rapport à ce que l'on trouve sur les plats. Par contre, sur les plats, il reste, une fois le poncif appliqué, des espaces vides qui ont été comblés à la guise du peintre. Donc, son seul talent pouvait s'exercer là, puisque tout le reste était donné par le poncif et la gravure. Donc, les poncifs étaient utilisés à peu près 5 à 6 fois, et ils étaient faits probablement dans les monastères adjacents à Alcora,
parce que c'est des trous extrêmement fins qui reproduisaient les lignes de la gravure, enfin de la gravure. On pense que ce sont des femmes, donc des nonnes, des sœurs de monastères adjacents qui ont produit c'était poncif. Et après 5 ou 6 fois utilisé, le poncif était jeté parce qu'il était il était en fait usé, quoi. Donc, la production de poncif est quelque chose qui était laborieux. Ça demandait une véritable organisation, je dirais. Et après, il y a la règle générale pour 95% des utilisations, c'est la règle 1 par 1, c'est-à-dire la taille de la gravure était déterminée par la taille de la forme disponible. Donc, Olleris a cherché donc des gravures qui pouvaient correspondre à son répertoire de formes, parce qu'il travaillait en 1 par 1. Ils n'avaient pas le temps. C'était une usine industrielle, Alcora. Ce n'était pas un atelier comme Moustier, où le peintre pouvait faire jouer son talent. Donc, comme c'était une usine, il fallait absolument que tout aille vite et en gros volume pour remplir les fours qui tournaient 2 fois par mois et donc sortir toute cette production de 200 000 pièces par an tout au début, passant à 800 000 par an, voire 1 million. Donc, le poncif avait son importance et d'après ce que je vois, je dirais l'illustration ne change pas par rapport au milieu, mais à côté, dans les zones vides, le peintre pouvait laisser travailler son imagination. C'est pour ça qu'elles sont légèrement différentes sur les bords, mais pas au sein. La similitude des pots de fleurs, notamment sur le plat et la coupe, sont étonnantes sur ces 2 pièces et ne sont pas présentes sur la gravure. Oui, ça c'est le fameux côté inspiration qui était donc laissé à la guise du peintre. Ma deuxième question est… À la base, il y a quand même un poncif. Ils n'avaient pas le temps de faire, sauf pour des commandes particulières. Hein. Alcora n'avait pas le temps de faire, je dirais, des sur-mesures. Ma deuxième question, parce que je n'ai pas d'exemple en tête, est-ce que Olleris a utilisé à Moustier ces gravures? C'est une très bonne question. Mon soupçon, c'est que Olleris est arrivé à Alcora avec un certain nombre de gravures qu'il avait en sa possession et qu'il est reparti avec. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est étonnant, par exemple, qu'on n'ait pas trouvé une gravure du recueil je dirais, de Charles Perrault dans les archives d'Alcora qu'on a analysées. On a analysé à peu près 1200 pièces. Donc, aucune des gravures de Charles Perrault ne se retrouve dans les archives d'Alcora que l'on a amassées tout au long des années, dans les collections particulières des anciens propriétaires. Donc, ça, c'est pour moi un indicateur comme quoi il est peut-être reparti avec le recueil de Charles Perrault. Mais pas que, il y en avait d'autres. Cela dit, Olleris avait pendant les 2 ans avant l'ouverture de la manufacture, il a été recruté en 1725 pour 10 ans, donc jusqu'à 35. Il avait 2 ans pour préparer son répertoire. Donc, il a fait beaucoup de dessins lui-même, notamment dans les allégories des 12 mois. Là, on voit des choses que j'ai cherché pendant des années. Hein. Je n'ai pas trouvé quoi que ce soit de très correspondant. Donc, il a eu des inspirations, mais il a vraiment préparé tout un répertoire particulier pour se démarquer des productions françaises, c'est-à-dire Marseille et Moustier, bien entendu. Et donc, la différenciation est venue des dessins, du décor, mais également des formes. Et la combinaison des deux a fait qu'Alcora a été très attractif pour les différentes cours de l'époque, que ce soit Madrid, Paris et autres. Merci.
If there are any questions in English, in German or Spanish, you can go ahead. Non, on vous dit merci beaucoup pour l'invitation. Non, je ne sais pas s'il y a une autre question. Bon. Mais en tout cas, c'est une conférence très, très riche et très intéressante. Grâce à votre travail, Alexius. Oui, l'idée, en fait, ce n'est pas, moi, je n'ai pas étudié histoire de l'art, donc Quand même. mon angle d'attaque n'est pas celui-là. Mon angle d'attaque, c'est un attaque de mieux. Je recherche, je regarde, etc. J'essaie de reconstituer la chaîne de valeur artistique. Et par contre, tout ce qui est interprétation, etc., je ne sais pas mon domaine, donc je ne peux pas faire, je ne peux pas me prononcer sur la qualité de certaines allégories, sur ce que les attributs des uns et des autres. Déjà, je ne me retrouve pas dans les livres, c'est compliqué, etc. C'est pas, je dirais, mon travail principal. Non, moi, je veux laisser quelque chose d'intéressant pour la communauté des académiciens pour qu'ils puissent avancer et travailler le sujet pour aller beaucoup plus loin en termes d'histoire de l'art. Mais chacun apporte sa pierre à l'édifice à sa manière et c'est important. Exactement. Voilà. Exactement. Puis-je poser une question? Oui, bien sûr, on attend. C'est Céline Rouquier. Je voulais savoir si les gravures de Charles Perrault avaient été utilisées dans d'autres manufactures qu'Alcora. Alors, pas en Espagne. Et en France, elles ont été utilisées ou pas? Je ne sais pas. Merci. Finalement, les pièces d'Alcora n'ont pas été signées par les peintres? Si. Par les Français? Pas les peintres français, non. 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 Ils ont voulu rester anonymes. Alors, non, c'est pas ça, à mon avis. En fait, les pièces que l'on a vues aujourd'hui de la période de l'Héris ont été produites entre 33 et 36. Ah oui. C'est-à-dire 33 parce qu'il y avait déjà la pleine polychromie. Et comme on a vu tout à l'heure concernant la question pour les peintres français à Alcora, la plupart avaient déjà quitté Alcora à ce moment-là. Ah, d'accord. Donc ce sont les apprentis qui ont été recrutés entre 26 et 27, qui avaient déjà 5 ou 6 ou 7 ans d'expérience, qui ont pu signer ces pièces-là. Comme Soliva, c'est les meilleurs. Cross, Soliva, Causada, c'est des très bons apprentis qui ont donc pu signer ces pièces d'exception. C'est bien. Au bout de presque 10 années d'apprentissage. Ah oui. Oui, parce que c'est du grand feu, en fait. Pas facile. Oui, moi, vous m'entendez là? Oui. C'est une conférence et une présentation magnifique. Combien de temps a pu prendre une telle recherche? Parce que c'est impressionnant, là. C'est une archéologie incroyable. Alors, écoutez, la recherche du livre que j'ai publié il y a 2 ans, en 2017, sur l'iconographie de la manufacture, celle-là, elle a duré 5 ans. Et donc, on illustre, il y a 600 pages, dont 330 pièces dans la partie catalogue. Par contre, là, je dirais, Charles Perrault et Alcora, ça m'a pris à peu près 1 mois et demi, parce que j'avais déjà tout le fond. Le fond était disponible. Oui, voilà. Toute l'information, toute la documentation était déjà là. Oui. Alors, la documentation était déjà là. Il y a eu beaucoup d'articles dans différentes langues, italien, anglais, français, sur Charles Perrault et le cabinet. Donc, j'ai eu la chance de parler toutes ces langues-là, donc ça allait assez vite. Et puis après, pour tout ce qui était, je veux dire, recherche en amont, pour retrouver les tableaux et les dessins,
Ça, c'est l'expérience accumulée des 5 années de recherche pour le livre qui m'ont aidé à savoir dans quel musée se trouve quoi dans le monde. Mhm. Ça, c'est important parce que comme ça, on peut aller beaucoup plus vite. Oui. Et c'est sinon, on très se perd, important, c'est un labyrinthe. C'est très important de connaître l'endroit où où sont Oui. conservées les choses, oui. Oui. C'est très important. Je vais encore dire ça. De mémoire, il y a un nommé Camille Le Prince qui a beaucoup travaillé et étudié les gravures d'Alcora en rapport avec les faïences de Nevers. Alors, je ne sais pas si M. Feit le connaît. Si, je le connais, Camille. C'était l'adjoint de Van der Merch. Oui, voilà. Mhm. Il était aux États-Unis, il est revenu maintenant, je crois. Il est revenu en Europe. Il a passé des années à chercher les gravures en rapport avec les faïences de Nevers. Oui. Oui, c'est bien quand on peut les trouver, c'est super. Il avait d'ailleurs fait un article très intéressant d'une quinzaine de pages sur l'iconographie d'Alcora, qu'il avait présenté lors d'un congrès de céramologie il y a à peu près une dizaine d'années. Mhm. D'autres faïences d'Alcora vous intéressent en dehors de ces magnifiques faïences à décor mythologique? Est-ce que les autres faïences d'Alcora vous intéressent? Oui, bien sûr. Mais Alexius est un très grand collectionneur, ainsi que son papa, de faïences d'Alcora, de pièces d'Alcora. Il y a une très, très grande collection en dehors de... Pas uniquement Alcora, il y a également Talavera et les autres manufactures espagnoles. Je ne connais que de l'espagnol. Je vous enverrai quelques photos de pièces d'Alcora. Ok, très volontiers. Bon. Très volontiers parce que je suis en train de préparer, je dirais, deux publications dans les prochaines années. La première, c'est une publication sur les figures en porcelaine tendre qui ont été réalisées en Alcora entre 1763 et 84 sous la direction de Johann Christian Knipfer, qui était un saxon, qui était allemand. Et cet Allemand-là avait dirigé le département de la porcelaine tendre à Alcora pendant 20 ans et il n'a produit que des figures statuettes profanes, alors que plus tard, dans la dernière décennie du siècle, Martin, par exemple, produit beaucoup de porcelaine et de figures plutôt religieuses et autres profanes. Mais ça, c'est le premier livre. Il va sortir d'ici quelques mois. Ensuite, ma deuxième direction, c'est en fait l'iconographie numéro 2. Depuis des années, 2-3 ans, j'assemble la deuxième partie du livre, la prochaine partie du livre, qui s'intéresse à compléter, je dirais, les trous, pas les trous, mais le nombre représentatif de chaque période, combinaison pièces-gravures, poncifs. Alors, je vous ferai connaître une assiette en porcelaine tendre qui a la particularité d'avoir des armoiries au centre, qui ne doit pas être trop fréquent. Les armoiries, si, c'était très fréquent à Alcora. Très fréquent. Peut-être pas en porcelaine, mais en tout cas en faïence, oui. Mais en porcelaine tendre? En porcelaine tendre, oui. Bon, voilà, Ronald nous a trouvé encore quelque chose d'extraordinaire. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant d'avoir ce genre d'échange. Au contraire, il faudrait surtout voir si c'est de l'Alcora ou si c'est Moncloa, voire Buen Retiro. Buen Retiro étant de la porcelaine dure. Mais Moncloa n'a pas fait de la porcelaine dure, c'était juste en dessous. Ils ont cuit à 1200. Bon, ça va être une grande question. Ça va être très intéressant. Voilà. Est-ce que je peux intervenir? Ah ben oui, Antoine. Bonjour, je voudrais savoir si vous avez un peu des informations sur Pierre Clostermans, qui était le préparateur de couleurs tout à fait. Il est arrivé. Et qui est parti pour le comte d'Artois à Limoges, et que le comte d'Aranda ensuite
emmené à Alcora. Est-ce qu'on a un peu des informations là-dessus? Alors, il a été recruté en 1790, 89-90. Ah bon? Il s'appelait Pierre Klosterman. C'est ça. Et il a eu, je dirais, il a essayé de développer de la porcelaine dure. Il a créé avec Julián López des fours pour essayer de cuire à 1400 degrés, ce qui nous ont pas réussi, d'une part. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le bon kaolin. Donc, je dirais, sa production de porcelaine dite quasi dure, parce que c'était pas de la porcelaine dure comme Meissen, était assez éparse. Ensuite, il y a eu une période où les Français ont dû quitter, avec la guerre napoléonienne, ont dû quitter l'Espagne. Donc, il n'était pas très bien, il a dû se cacher pendant un an pour revenir ensuite sur la manufacture. Donc, et après, je crois qu'il est décédé à la fin du siècle, au début du prochain siècle. Je ne sais pas exactement. Je crois qu'il est revenu en France, en fait. Voilà, il est peut-être revenu en France. Oui. Il est resté à peu près une dizaine d'années, dont une année en cachette. Ouais. En tout cas, l'Espagne avait des réserves immenses d'un magnifique kaolin qu'ils ne connaissaient pas à l'époque Exact. et qu'on a découvert dans les années au XXe siècle et qui ont fourni à l'industrie européenne des tonnes et des tonnes de kaolin. Moi, Oui. j'en l'ai utilisé pendant peut-être 40 ans, ce kaolin espagnol, Oui. à Sèvres. Ben voilà, un retour à Sèvres entre Alcora. Oui. Non, c'est la question des couleurs qui m'intéresse beaucoup. Et qu'est-ce que Klostermans a fait? Est-ce qu'il était là pour mettre au point la pâte dure? Probablement oui, mais une fois la pâte dure mise au point, si on la met au point, le problème des couleurs est un problème immense, beaucoup plus, qui prend beaucoup plus de temps que de mettre au point la cuisson, l'émail et la pâte. Hein, parce que chaque couleur, et c'est à la qualité de chaque couleur individuellement qu'on reconnaît la grandeur d'une manufacture, dans les rouges de fer, dans les pourpres, dans les noirs, dans les gris, dans les verts, dans les turquoises, etc. Et c'est là qu'on voit les grandes manufactures. Donc, je m'intéresse beaucoup à ce monsieur Klostermans qui, lui, a dû quand même, à Sèvres, partir avec beaucoup de formules. Alors, je dirais le grand développement des couleurs pour la porcelaine est venu à travers Knipfer, parce que Knipfer avait, à travers Meissen, Frankenthal, il était parti avec toute sa connaissance, il a écrit un petit livre, un recueil avec 50 couleurs différentes. Oui, il ne faut pas plus. Faut pas plus. Knipfer, ça date de 1764. Comment il s'appelle le gars? Knipfer. Knipfer. Knipfer, oui. Knipfer. Et il venait de Meissen. Il venait de Meissen, et de Frankenthal et de Ludwigsburg. Ok. Mais je crois que ça va être le sujet d'une prochaine conférence. Ça va être la prochaine conférence. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, lui, il a amené son carnet avec 50 formules de peinture, enfin de couleurs, et ensuite, Klostermans a amené les siennes. Enfin, moi juste, je viens de recevoir très gentiment de la part de Tournai un livre sur l'or utilisé à Tournai. Et ma chère Madame Virotus a tout tapé à la machine, il y a une 50aine de formules, et on voit que manifestement, les pauvres pétrinques se sont fait avoir par un charlatan qui leur a vendu des formules qui manifestement sont des formules qui sont sortes de l'imagination d'un grand ignorant et qui a vendu ça au pauvre Tournai, au pauvre pétrinque. C'est très amusant ces formules. Ces recueils de formules, ça c'est très amusant. Oui. Bon, ben voilà. En tout cas, le carnet de formules de Klostermans se trouve dans la collection Torrecide à Alcora. Ah bon, on a son carnet de formules oui. Ça, je vais le publier. Là. Ah ben oui, alors ça c'est vraiment très intéressant.
Oui. parce que c'est là qu'on va voir ce qui dit la vérité ou pas, parce que Brognard est un tel menteur lui-même sur les pourpres, sur les verts, Oui. sur les rouges de fer, que ce serait très intéressant de savoir si les formules que l'on a sont sincères. Les seules vraiment sincères, c'est celles de Jean Hello. Mhm. Je ne peux pas juger de cela, mais je peux vous assurer que le carnet existe. Et Ah oui, ce serait et très dans une collection intéressant privée à Alcora. de le saisir, de le taper et puis de le publier. Ça, ce serait très intéressant. Oui. Bon, Parce voilà un peu qu'il de- aurait eu les mêmes formules qu'à Limoges. Je ne sais Alors, pas, je peux pas, pour l'instant, je ne peux pas faire juger de non, cela. mais Donc, nous allons il faut attendre que je la rentre dans le sujet. publication. Nous allons attendre la publication d'Alexius et comme ça, on aura la suite des événements. Merci en Vaste tout cas et collection bravo de pour cette personnes. conférence. Oui, très belle. Et puis bravo à la présidente aussi. Ah oui, Surtout, elle a merci à tout le merveilleusement monde. orchestré tout cela. Oui. Merci à tout le monde d'avoir participé. Et puis, on espère qu'on va pouvoir continuer de la sorte si jamais on ne peut pas se retrouver physiquement. En tout cas, merci beaucoup Alexius parce que vraiment c'était très intéressant et on a beaucoup de petites mentions disant que la conférence était vraiment super. Donc, merci infiniment à vous et puis à très bientôt, j'espère. À très Voilà. bientôt. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le Merci. monde.